Every single day, UK Power Networks employees generate new data. Previously, it was stuck in silos and only used by technical experts. In this context, we asked ourselves, what can we do with our data? Who's really using it, and how can we share it to our entire community? That led us to realise that simply collecting data or leaving data in the hands of technical experts was not enough. Nous avons fait un constat, les données n'ont de valeur que si elles peuvent être utilisées au-delà des cercles d'experts. Nous en avons fait notre mission, celle d'aider les organisations à simplifier cette expérience de la donnée, à démocratiser les usages qui peuvent être faits de ces données par le plus grand nombre, c'est-à-dire les collaborateurs, les clients, les usagers, les partenaires business. Dans le groupe BPCE, nous avions besoin de diffuser rapidement des expériences data qui puissent être consommées par tout le monde dans notre écosystème, nos clients, nos partenaires, des analystes, des journalistes, des étudiants, des chercheurs, mais aussi nos collaborateurs. Ce qui était en jeu, permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder aux données publiques des entreprises du groupe de façon simple, ouverte et transparente. What if we can create quickly and simply new, unlimited data experiences to change the way organizations work, collaborate, communicate, and grow? That's exactly what we built. We created an all-in-one data experience platform that empowers everyone within organizations to improve collaboration, to encourage data reuse, and to generate positive impacts. We seek to have cities understand data that is within their power to harness to make services for citizens better. And so we came to ODS and we asked them to help us build a tool that would scrutinize construction invoices, comparing them to the complexities of the contract terms, prices, and conditions, so that before the bill is paid by the city, the tool analyzes it and makes sure that there are no discrepancies or overcharges on the bills. This is making the process of bill payment much more secure and expeditious. We believe the role of data within organizations and society is fundamentally changing. Data is not everyone's business. Data empowers us all. Let's build a future where we no longer guess, because now we know. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Marc Lazare, je suis le président et le cofondateur d'Open Datasoft avec Franck et David que vous venez d'apercevoir sur cette vidéo. Et je suis extrêmement heureux de vous accueillir à Data On Board 2021, dans cette belle salle de la Gaîté Lyrique, mais aussi à distance, puisque vous êtes plus de 800 inscrits à cet événement, répartis donc ici et à distance. Alors c'est une édition, la 7e, un petit peu spéciale, puisque nous passons le cap de nos 10 ans chez Open Datasoft. Alors j'espère que ça ne se voit pas trop. En tout cas, que le temps est passé vite. Et Open Datasoft, cette aventure, c'est d'abord la concrétisation d'une intuition. Celle que la donnée ne peut pas rester un sujet dans les mains d'experts, mais qu'elle doit pouvoir être consommée par tous dans son quotidien, sur n'importe quel support, sans effort, et finalement comme n'importe quel type d'information que l'on consomme aujourd'hui. Alors ça fait 10 ans qu'on a à cœur de développer une technologie pour permettre aux entreprises de disposer d'un outil qui démocratise l'accès à leurs données et qui permettent de fabriquer rapidement de belles expériences digitales. Donc la plateforme Open Datasoft aujourd'hui et le projet, c'est une plateforme justement pour vous permettre de créer rapidement des expériences digitales impactantes avec vos données et de pouvoir les diffuser auprès de vos écosystèmes. Et c'est ce dont on va parler tout au long de la journée. Impossible évidemment de parler de ces 10 ans sans évoquer tous les clients et les projets auxquels nous avons participé. Alors, les projets, on peut en parler en termes de chiffres, évidemment. Nous en avons lancé plus de 2000 dans 25 pays. Mais finalement, au-delà de ces chiffres, quand je nous vois tous réunis aujourd'hui, plusieurs choses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, je repense à chaque fois à notre premier client qui nous a fait confiance alors qu'on existait à peine et qui finalement a sans doute eu la même intuition que nous. C'était l'entité recherche-innovation du groupe Veolia, peut-être présent dans la salle, et avec qui nous travaillons toujours encore aujourd'hui. Peut-être en termes de chemin parcouru, on peut parler de kilomètres. Je me souviens, ça m'a amusé cet été quand des amis installés en Australie m'ont envoyé une photo d'une borne connectée sur la voie publique qui indique le prochain passage de bus, des informations météo ou l'état de la mer, la présence de requins éventuellement pour les surfeurs. Et je sais que cette borne-là, elle est branchée sur une plateforme Open Datasoft de cette banlieue de Sydney pour fournir la donnée en temps réel. Je repense aussi à un certain nombre de projets que nous avons pu mener dans des temps extrêmement courts, parfois quelques jours, et ça a été le cas évidemment avec l'urgence du Covid,
Et je repense à l'assurance maladie qui nous a contactés pendant cette période-là pour mettre très rapidement en ligne auprès de tous et sous toutes ses formes, techniques, sous forme d'API, mais aussi de visualisation interactive pour tous, des données sur les campagnes de vaccination, afin que chacun sur le terrain puisse s'organiser au mieux et on comprend bien l'intérêt. Au-delà de ces projets très visibles, je repense aussi souvent à tous ces projets auxquels nous participons au cœur de la transformation des entreprises. Un exemple qui m'a souvent marqué, parce qu'il est chiffré, c'est celui des SNCF Réseau, dont un des interlocuteurs à l'époque, qui utilise notre solution aussi pour partager des données métiers en interne, entre différentes entités, services, projets, avait chiffré le retour sur investissement de cette pratique-là à 10 millions d'économies par an. Donc c'est extrêmement impressionnant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet des prises de décision meilleures et surtout plus rapides, et un gain de temps énorme. Et dans cette lignée-là de la transformation des organisations, je terminerai peut-être par un dernier exemple, un de nos plus récents clients, la société ou le groupe Elia, qui est l'entreprise qui gère le réseau de distribution d'énergie en Belgique, qui, dans la refonte de sa plateforme digitale, de tous ses outils, a décidé de placer Open Data Soft comme une des briques nécessaires et complémentaires à toutes les autres, de stockage, de traitement et d'analyse en masse. Pourquoi ? Pour proposer une offre self-service à la data, véritable levier pour qu'elle prouve de la valeur auprès de toutes ces parties prenantes, internes collaborateurs et externes évidemment, en open data et auprès des acteurs business. Donc vous êtes aussi, au-delà de ces exemples, nombreux ici à venir découvrir et à venir à la rencontre de notre communauté, donc bienvenue à vous. Bienvenue à vous. N'hésitez pas évidemment à aller à la rencontre de vos pairs et puis aussi d'entrer en contact avec toutes les personnes d'Open Data Soft. Vous les reconnaîtrez aisément. Elles ont un petit cordon vert qui tient leur badge. Donc c'est le symbole. Si vous voulez en savoir plus et aussi pour vous accompagner tout au long de la journée. J'en profite pour m'adresser à tous les collaborateurs d'Open Data Soft, qui sont presque 80 aujourd'hui, pour les remercier pour ce chemin parcouru. Bravo à eux et puis évidemment, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors place maintenant aux 10 prochaines années. Et je forme un vœu devant vous. Disons qu'en 2031, j'espère que l'on pourra dire que chaque individu dans le monde finalement consommera au moins une fois par jour un service digital auquel nous, Open Data Soft, et vous avec vos plateformes, nous aurons contribué. Je vous souhaite donc un très bon Data On Board 2021 et profitez bien de toute cette journée. Je reste avec vous quelques minutes parce que finalement, ces 10 prochaines années, elles démarrent maintenant. Et c'est ce chemin à parcourir qui est intéressant. Nous avons préparé pour vous plus de 15 sessions avec plus de 30 représentants de nos clients et de nos collaborateurs qui vont partager avec vous, témoigner. Donc ça va être extrêmement riche. Donc restez tout au long de la journée. Merci à eux pour ça. Nous nous retrouverons aussi à nouveau en plénière, après avoir eu des temps séparés entre cette salle et puis l'autre auditorium au rez-de-chaussée après la pause. Donc nous nous retrouverons à 16h30 pour à nouveau repartir en plénière pour une session assez originale. Je serais content qu'on ait pu la faire, de pitch prospectif, vous verrez. Merci d'ailleurs par avance aux courageux qui ont accepté de se prêter à ce jeu. Et puis nous enchaînerons après avec la remise des Awards 2021 sur une sélection des projets les plus récents auxquels nous avons pu participer, qui sont remarquables par leur côté innovant et parfois original. Et puis après un temps conclusif, nous passerons évidemment sur un cocktail sympathique pour fêter notre anniversaire. Pour les 50 prochaines minutes, nous allons les passer avec des leaders du digital qui vont partager avec nous leur vision de la donnée dans leur organisation, comment les rendre plus data-centric et surtout comment utiliser la donnée pour faire face aux défis contemporains et faire de leurs organisations des structures plus résilientes et plus inclusives aussi. Donc nous allons faire ça à travers une table ronde que Vincent Ducré, président et cofondateur du Hub Institute, animera dans un instant. Mais avant ça, pour lancer vraiment cette journée, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur scène Yves Tirode. Donc Yves Tirode est aux côtés d'Open Data Soft depuis quelques temps, il nous connaît bien. Il est aujourd'hui directeur général Data, Digital, Innovation et Moyens de paiement du groupe BPCE. Il est aussi président de Onebank. Et Yves va nous parler des data publiques, des données privées évidemment, et surtout de comment fabriquer des services digitaux responsables au service du business. Yves, c'est à toi pour 10 minutes. Merci Jean-Marc. Tout d'abord, ce n'est pas tous les jours qu'on fête les 10 ans d'un pionnier. Je me rappelle, parce que j'étais, je crois, Jean-Marc, je le vois là-bas, là, c'est dommage qu'il ne soit pas là, parce qu'il y a 10 ans, c'était quasiment il y a 10 ans, ça veut dire qu'il y a 9 ans, on se rencontrait pour la première fois. À l'époque, moi, j'étais responsable du digital de toute la SNCF. Et honnêtement, il commence à me parler de data ouverte,
qu'on va ouvrir les datas de la SNCF pour les partager, etc. Je vous avoue que j'étais assez sceptique, quoi. J'étais assez sceptique. Et puis, progressivement, j'ai commencé à voir avec l'ensemble de la communauté de l'open source que le sujet il faisait vraiment sens. Et puis, on est rentré dans les vrais sujets. Et c'était il y a longtemps, hein, c'était à la SNCF il y a une dizaine d'années. Et on a commencé à voir l'ensemble des freins se lever. Les premiers freins, c'était évidemment que quand on a des datas dans son système d'information, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de les ouvrir et de les donner à d'autres. Alors évidemment, il y avait quelques débats, et on a eu des débats très intéressants. C'était au sein du comité de direction de la SNCF. Hein, c'était, oui, pourquoi pas les ouvrir, mais il faut les vendre. À manque de peau, c'était des datas publiques. Alors comme c'est des datas publiques, on ne peut pas les vendre. Donc on doit les mettre à disposition. Puis alors, donc là, on avait fait déjà cette démarche intellectuelle. Et après, on est rentré dans un des sujets complexes qui était, mais si on les met à disposition, il faut qu'elles soient de bonne qualité. Parce que quand on manipule de la data en interne, si elle n'est pas de très bonne qualité, finalement, c'est assez simple parce qu'on dit aux utilisateurs internes, bon, c'est pas bon, mais c'est pas grave, tu ne l'utiliseras pas. En revanche, si on dit à toute la communauté, je vous ai donné des horaires de train, par exemple, faux, on peut l'imaginer, là, le sujet change de nature. Et ça, c'est une des premières choses que j'ai apprises avec Jean-Marc et ses équipes, c'est que ouvrir ces datas à l'extérieur, c'est extrêmement compliqué et c'est très exigeant. Et pour moi, c'est la première chose que j'ai apprise. Et puis, la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que quand on partage ces datas à l'extérieur, ça ouvre le champ des possibles. Et ça ouvre aussi le champ des applications, le champ des usages. Et on fait beaucoup plus quand on travaille avec l'extérieur que quand on travaille uniquement avec ses développeurs internes, aussi bons soient-ils. Alors ça, c'était ma première expérience avec Open Data Soft. Ça m'avait pas mal ouvert les choses, mais ouvert l'esprit. Puis ensuite, je suis passé dans la banque. Je suis passé chez BPCE. BPCE, c'est le second groupe bancaire français. C'est les banques populaires, les caisses d'épargne. Et je me rappelle, j'étais en charge de la transformation digitale de ce groupe. Et une des premières décisions que je prends, c'est de dire, mais il faut qu'on ouvre nos datas publiques. Alors là, dans une banque, dire qu'on va ouvrir des datas, chercher l'erreur. Alors on a commencé à le faire, avec Père Philippe Cormoret qui parlait juste avant, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que globalement, ça marche là aussi. Et on l'a fait aussi avec Open Data Soft, avec Jean-Marc et ses équipes. Et moi, il y a deux usages que j'ai trouvé super intéressants. Le premier, c'est qu'on a ouvert des datas très sensibles, mais qu'on a complètement anonymisées, qui étaient toutes les datas de paiement de tous les étrangers qui viennent en France. On a tout anonymisé et on a ouvert ça en open data pour les départements. Et comme j'avais fait un peu de tourisme avant, je savais que pour les départements, c'est très important de savoir quel était leur flux de touristes étrangers par pays d'origine, et puis aussi de savoir combien ils payent. Parce que très souvent, la question, c'est quand on fait du tourisme, vous savez, c'est pas seulement de faire venir des gens, mais c'est qu'ils restent. Or, avec les données de paiement anonymisées, on a ces informations, elles sont extrêmement utiles pour les départements. Voilà, donc ça, on le fait depuis maintenant plusieurs années, et je peux vous dire que c'est extrêmement utile pour que les départements puissent réfléchir à leur stratégie touristique. La deuxième chose qu'on a faite au sein de BPCE, c'est qu'on s'est dit, mais bon, ça marche l'open data. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme quelque chose qui nous rapporte vraiment un bénéfice direct? Parce que le premier cas était plutôt un bénéfice d'image et un bénéfice pour nos clients du secteur public. Eh ben, on a mis en ligne l'ensemble des offres d'emploi du groupe BPCE en open data. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est que c'est rafraîchi 4 fois par jour. Voilà. Et ça marche. Ça marche en particulier pour mes équipes, parce que, évidemment, mes équipes, moi, c'est plutôt des gens du digital, de la data, des paiements. Donc, évidemment, ils sont très sensibles à ce genre de choses. Et on récupère pas mal de très, très bons candidats en ayant utilisé l'open data.
Alors, qu'est-ce que moi j'en retire comme bénéfice de ce que j'ai pu apprendre pendant ces 10 dernières années en partant de l'open data? Alors, le premier point, c'est quand on parle de data, et vous savez, alors moi je suis dans une banque aujourd'hui, mais quand j'étais à la SNCF, c'était à peu près pareil. La data, c'est quand même au cœur des entreprises. Une banque, vous savez ce que c'est une banque en vrai? Bien sûr, il y a des banques en ligne. Moi, je m'occupe de la banque en ligne, des caisses d'épargne, des bons populaires. C'est aussi des conseillers, c'est 100 000 personnes pour BPCE. Mais c'est avant tout beaucoup de data et de la confiance de nos clients. Et là, moi, j'ai appris deux choses quand on parle de data, parce qu'évidemment, il y a plein de choses, il y a plein de mots qui se baladent, intelligence artificielle, tous ces trucs-là, des concepts qui parfois sont hyper intéressants, mais c'est qu'il y a finalement deux cercles. Il y a un cercle vicieux et un cercle vertueux. Le cercle vicieux, c'est quand les experts parlent aux experts, souvent on ne les comprend pas forcément très bien, et que ça ne génère pas d'usage, et quand ça ne génère pas d'usage, ça ne génère pas de bénéfices pour les utilisateurs finaux, qui peuvent être des clients ou les collaborateurs de l'entreprise, et il n'y a pas de modèle économique. Ça, c'est le cercle vicieux. C'est l'inverse de l'open data initial. Ce cercle vicieux, il existe dans plein d'entreprises, il existait avant, il existe de moins en moins, mais c'est le cercle vicieux, c'est celui qui ne marche pas. Et puis, il y a le cercle vertueux. Le cercle vertueux, c'est quand vous avez encore des experts, et Dieu sait s'il en faut, mais qui sont au service des utilisateurs et qui vérifient que leur expertise est bien là pour développer des nouveaux usages et des nouveaux usages qui vont générer évidemment des modèles économiques. Ça, c'est le cercle vertueux. Alors, pour faire, comment on met en place un cercle vertueux et qu'on quitte le cercle vicieux? Moi, je crois qu'il y a trois choses très compliquées à faire. La première, c'est la source. C'est les datas. Parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, si les datas, elles ne sont pas de qualité, et si on n'investit pas dans la mise en qualité des datas, ça ne marche pas. Et la mise en qualité des datas, moi je l'avais vécu à la SNCF. Vous savez, la data par exemple, je me rappelle de sujets très compliqués pour une data sur le trafic temps réel d'un transport public. Ça paraît simple, mais c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué à gérer. Il n'y a pas de donnée plus chaude que celle-là. Elle varie énormément. Et surtout, quand elle n'est pas juste, évidemment, ça se voit. Dans la banque, des datas, il y en a des milliards. Si on se trompe sur une data, les impacts sont très importants. Parce que, vous savez, dans une banque, c'est ce qu'on appelle des fonds propres. C'est-à-dire qu'en face des crédits qu'on fait, il faut qu'on ait du capital. C'est un peu normal. C'est les datas qui permettent de calculer le capital qu'on doit mettre en réserve. C'est des milliards. Si vos datas sont fausses, c'est tout ce que vous mettez comme argent en capital qui est faux. Et donc, la qualité de la data, ça part de là. Et il faut investir dedans. Et chez BPCE, par exemple, on investit énormément sur la mise en qualité des datas. Le deuxième sujet, qui me semble très très important que j'ai appris, c'est l'ouverture des datas. Et aujourd'hui, c'est évident, mais je peux vous garantir qu'avec Jean-Marc, quand on a commencé à travailler ensemble, ça a été loin de l'être, c'est l'ouverture des API. Ça, ouvrir des API dans un système d'information, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que, à juste titre, souvent, les directions informatiques, etc., ont peur d'ouvrir leur système parce qu'elles ont peur, évidemment, de la cybercriminalité, qui est une réalité. Donc, ouvrir, c'est nécessaire, ce n'est pas une question, mais ça doit se faire en protégeant ses clients et en protégeant ses datas. Et puis, la troisième chose, qui est très importante que j'ai apprise, c'est que tout ça, c'est très intéressant, mais à la fin, ce qui compte, c'est l'utilisateur. Ce qui compte, c'est le bénéfice pour l'utilisateur final. Et ce que je crois qu'il est en train de se passer dans les années à venir, et un des sujets majeurs que nous allons avoir à gérer tous ensemble, parce que vous êtes tous des gens très impliqués dans la data, c'est que globalement, il faut vraiment qu'on aille, je sais que c'est un des sujets qui est très important pour Jean-Marc, c'est la démocratisation de la data. On ne peut pas être dans un monde
dans lequel la data est omniprésente, sans former, sans expliquer, sans faire que le consommateur final, que le collaborateur en entreprise comprenne bien les enjeux de ces datas. C'est un sujet majeur. Et je pense par exemple que toutes les initiatives très légitimes qui sont poussées par les gouvernements, par la Commission européenne, sur la privacy, sur tous ces sujets de protection des datas, c'est très important, bien entendu. Mais encore une fois, si on n'accompagne pas l'ensemble de cette régulation de la data, qui est quelque chose qui est obligatoire, d'une formation, d'une éducation à la data, le maximum de citoyens, on passera à côté d'une chose extrêmement importante. Les entreprises ont leur rôle, elles peuvent le faire pour leurs collaborateurs, l'État a aussi le sien. Et moi, en guide de conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que je pense que ce qui est devant nous, c'est que la data ne soit plus du tout et plus jamais ni une histoire de spécialistes, ni une histoire de régulateurs, ni une histoire uniquement de modèle économique, mais que ça soit à la fin une histoire de démocratie et une histoire d'éducation, et d'éducation probablement à l'école, pour les enfants, pour les étudiants, pour que, évidemment, nous fassions une data en phase avec nos valeurs démocratiques européennes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie vraiment de votre Merci Yves. attention. Merci beaucoup et de ce témoignage. bravo encore, Jean-Marc. Merci. Et puis je pense qu'on a, comme tu l'as dit, beaucoup de chemin à parcourir encore ensemble, avec voilà, rendre accessible. On n'a pas tous les jours, à côté de moi et en face de vous, un pionnier français de la data qui, avec beaucoup de persévérance, de courage, a créé un acteur de la data de référence en Europe au minimum. Bravo, merci, bravo Jean-Marc. Merci. Pour aller plus loin, merci pour ces mots auxquels j'associe évidemment mes cofondateurs Franck, David et tous les collaborateurs d'Open Data Soft qui croient à notre aventure. J'appelle Vincent Ducré pour animer la table ronde qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin encore et plus précisément dans tout ce que nous a partagé Yves en termes de simplification, de transformation des entreprises, grâce à la donnée bien sûr. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Alors, Open Data Soft a lancé une étude au mois de novembre sur, en gros, le sujet de la manière dont les organisations envisagent l'exploitation des données. Une étude avec l'usine digitale. Ce qui est intéressant, c'est que plus de 202 décideurs ont répondu à cette étude, à la fois du secteur privé et du secteur public. Le premier constat pour eux, il est clair. La valeur de la donnée, elle n'est vraiment plus à démontrer. Oui, on a eu un peu peur, mais bon, on est rassurés. Finalement, 9 répondants sur 10 considèrent que l'exploitation de la donnée est extrêmement importante. Et surtout, 3 sur 4 déclarent que les données sont un levier pour la prise de décision en interne. Donc, on a une bonne base de départ, effectivement. Alors, au-delà de cette prise de conscience du rôle stratégique de la donnée, on sait qu'exploiter de manière efficace la data, c'est développer des services innovants. On le voyait il y a quelques instants avec Yves. Améliorer la performance des entreprises et puis générer la valeur. Pourtant, clairement, ce passage à l'échelle, il semble difficile. Oui, même si tout le monde a l'air d'être conscient de cette importance, il l'a bien ancré, seulement la moitié des répondants ont déjà mené des actions qui visent effectivement à la valorisation des données en interne et en externe. Donc c'est assez peu au regard de la valorisation de leur patrimoine de données. Et parmi elles, celles qui sont vraiment passées à l'échelle sont principalement pour 80% des grandes entreprises. Alors justement, on parle de grandes organisations. On a aujourd'hui avec nous 3 représentants de ces grandes organisations. Je vous demande d'ailleurs d'accueillir et d'applaudir la montée sur scène de Benoît Lepetit, directeur données et analytique de Saint-Gobain Distribution. Benoît, s'il te plaît. Voilà, merci. Marc José Hermoz, directeur data analytics de SFR, et Gérard Attavian, directeur données groupe de EDF. Bonjour messieurs, si vous voulez vous asseoir. Alors, pour commencer cet échange sur les chiffres forts de l'étude que vous avez publiée, 9 décideurs sur 10 considèrent que l'exploitation de la donnée est importante. Autrement dit, la pédagogie n'est plus vraiment à faire. Voilà. Je me tourne vers Gérard. Un petit verre d'eau quand même, non, c'est bon okay. C'est bon. Pour EDF, quel est le premier bénéfice de l'exploitation des données? Bon, alors pour EDF... la donnée, ça fait partie de l'ADN d'EDF. Mais effectivement, les choses ont beaucoup changé depuis une quarantaine d'années. Aujourd'hui, la donnée est omniprésente. On n'imagine plus un nouveau service sans utiliser la donnée. On n'imagine plus essayer d'optimiser nos processus industriels sans utiliser la donnée. Je vais vous donner un petit exemple.
Vous savez, une centrale nucléaire, c'est un peu comme une très très grande bouilloire. Et dans les bouilloires, vous le savez tous, il y a toujours un peu de calcaire qui se dépose, donc il faut le nettoyer. Et notre autorité de sûreté est très très vigilante là-dessus. Elle nous demande très régulièrement d'ouvrir notre bouilloire et pour vérifier s'il n'y a pas des problèmes. Et on le fait donc régulièrement de manière périodique. Et jusqu'à présent, parfois on ouvrait puis il n'y avait rien à l'intérieur. C'est très très coûteux d'ouvrir une bouilloire comme une centrale nucléaire. Donc bon voilà. Ou alors parfois on devait ouvrir un petit peu en catastrophe parce qu'on avait un petit indice qui nous disait qu'il fallait qu'on ouvre. Bon. Et pourtant on avait 21 siècles de données d'exploitation cumulées de nos réacteurs et on n'utilisait pas ces données. Et maintenant on sait comment les utiliser. Et donc on a fait des analyses qui nous ont permis assez facilement en définitive d'identifier très précisément le bon moment où ouvrir la bouilloire. Et comme ça, on a réussi à économiser à la fois on va dire du temps, parce qu'on ne gaspille pas son temps, hein, à la fois des éléments polluants qu'on ne va pas utiliser de manière pour lessiver, ça coûte, hein, et puis beaucoup d'argent aussi qu'on a économisé. Et voilà, donc c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup Gérard. L'efficacité opérationnelle, c'est clairement le premier bénéfice de l'exploitation de la data. C'est ce qu'on voit dans l'étude, clairement. Mais derrière l'utilisation de la donnée, c'est l'idée de plus de compétitivité et d'innovation. Marc, dans le secteur des télécoms, vous générez énormément de données au quotidien. Et d'ailleurs, vous l'exploitez commercialement avec un portail que vous avez lancé qui s'appelle Géostatistique. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Alors oui, effectivement, au-delà de l'exploitation qu'on a de nos données pour nos propres besoins, chez SFR, on est extrêmement riche en données, notamment sur la partie réseau. Et puisque du coup, effectivement, on a 21 millions de cartes SIM qui se baladent sur tout le territoire français et qui, quelque part, qui produisent des événements. Et donc, on a effectivement créé une offre qui permet d'exploiter ces données-là pour mesurer et analyser les flux de déplacement de population. Et un exemple très récent et du coup qui a été reconduit là récemment, c'est les hôpitaux de Paris et l'INRIA qui ont demandé à pouvoir accéder à nos analyses, à nos données, pour justement mesurer les déplacements des Parisiens au moment du premier confinement. Typiquement, on a eu 600 000, 800 000 Parisiens qui se sont déplacés. Et le principe, c'était de savoir où est-ce qu'ils ont été, d'où ils partaient, où est-ce qu'ils ont été, et est-ce que du coup, sur place, il y avait bien la bonne capacité hospitalière pour pouvoir le faire. Donc il y a un potentiel, voilà, donc ça illustre à la fois l'utilité et le potentiel business qu'il y a derrière ce type de données. Merci beaucoup. Dans l'étude Open Data Soft avec l'usine digitale, 49% des répondants disent avoir accéléré du coup leur stratégie data sur les 2 dernières années dans le contexte Covid que tout le monde connaît. Jean-Marc, est-ce que ça veut dire en gros qu'une organisation acculturée à la data est plus résiliente face aux crises ? Probablement, c'est ce qu'on a constaté pendant ces débuts de la crise, c'est que les entreprises qui étaient déjà équipées, qui avaient fait un chemin, qui s'étaient acculturées, ont peut-être mieux résisté, en tout cas se sont plus rapidement adaptées. Et finalement, les données, en ce qu'elles portent la connaissance, permettent de prendre des meilleures décisions dans des délais plus courts. Donc forcément, en période de crise, c'est extrêmement utile. Et puis, comme on l'a entendu, comme elles peuvent être partagées, et quand on est face à des défis collectifs, partager les données, c'est les prémices d'une intelligence collective nécessaire. Peut-être des exemples concrets pour compléter ceux qui viennent d'être donnés. Je repense à quelques-uns de nos clients. Alors, il y en a un qui s'exprimera un peu plus lentement dans la journée, donc je ne vais pas trop détailler, mais une société comme IQVIA, un peu comme SFR l'a fait, a partagé largement ces données auprès des pouvoirs publics pour suivre l'utilisation au départ des tests antigéniques et d'autres choses après. Ça peut venir évidemment d'acteurs publics comme le ministère de l'Agriculture. On s'est souvenu que pendant le confinement, il y a beaucoup d'acteurs économiques locaux, comme les producteurs maraîchers, agriculteurs qui ont souffert, et puis il y a des populations qui ne savaient pas trop où aller acheter leurs biens. Donc on a créé avec eux très rapidement, on parle de quelques semaines, une application grand public qui fédère à la fois des données extrêmement disparates, parce que les producteurs locaux, c'est à la fois des chambres d'agriculture, des syndicats, des producteurs bio individuels. Donc rassembler toute cette donnée, l'harmoniser et la mettre à disposition de tous extrêmement simplement sur une application mobile qui tourne aujourd'hui, qui s'appelle fraisetlocal.fr. Allez-y, ça marche très bien. Et puis peut-être pour rebondir sur l'exemple que je donnais tout à l'heure de notre premier client,
finalement, il n'y a pas mieux préparé, hein, il y en a sans doute d'autres évidemment, mais on travaille avec eux, ils s'étaient préparés à partager leurs données, et quand il a été nécessaire de disposer des données sur la présence du virus ou d'un virus et du Covid dans les eaux usées, et on sait à quoi ça sert, hein, évidemment, c'est détecter en amont, c'était prêt à l'emploi. Il n'y a plus qu'à ouvrir les vannes et, entre guillemets, à mettre à disposition ces données-là des pouvoirs publics et tous les décideurs publics locaux. Benoît Saint-Gobain, est-ce que du coup, comment vous avez mis en place cette réponse dans le cadre de la crise, et comment vous avez mis en place votre programme data, et comment vous avez su vous adapter du coup? Comme vous l'avez dit, effectivement, on a besoin d'un socle qui est solide. On a besoin d'avoir démontré la valeur. Chez Saint-Gobain, on a pu le faire autour de différents use cases. Un qui a été assez emblématique, sur lequel notre COMEX a beaucoup communiqué aussi, c'est le risque de départ client, ou dans la distribution, comment on a pu aider nos commerciaux sur le terrain à détecter des clients qui étaient en décroissance. C'est quelque chose qui existe beaucoup chez Télécom, et qui nous a permis effectivement sur un groupe dans la distribution, sur un PNL de 5 milliards, de récupérer 50 millions d'euros en 2020. Avoir la confiance de notre COMEX autour de cette capacité à générer de la valeur nous a permis aussi à être là pour eux au moment où on ne voyait plus, où ce n'était plus clair, au moment du confinement, sur lequel notre COMEX est retourné vers nous, a créé une deuxième roadmap sur lequel on voulait connaître quel était le chiffre d'affaires à venir, comment on allait adapter nos effectifs, comment on allait réouvrir nos points de vente, comment on allait prédire nos risques financiers, nos risques de turnover également. In fine, la data pour Saint-Gobain est au cœur de notre stratégie. Grow and Impact, le plan stratégique sur les 3 prochaines années, place la data comme un vecteur fort de croissance sur les 10 prochaines années. Alors, on a un consensus clairement ici sur l'importance de la donnée, son rôle stratégique dans les organisations. Le sujet, c'est où en sont les entreprises en termes de maturité sur le sujet, et quel challenge elles rencontrent autour de cette problématique. Jean-Marc, l'étude, elle souligne aussi qu'une entreprise sur 4 a en gros mais à peu près 1 an ou plus pour mettre en place sa stratégie data. Qu'est-ce qui prend du temps généralement ? Oui, c'est vrai que ce chiffre interpelle parce que c'est extrêmement long, alors qu'on vient de montrer qu'un des enjeux, c'est d'être réactif. Et 1 an pour mettre en place un projet data, c'est assez long. Si on met ça au regard de ce que je disais tout à l'heure, 9 répondants sur 10 convaincus du rôle positif pour des questions d'efficacité opérationnelle, création de revenus, meilleure communication, et le fait que malgré tout, seulement 50% des organisations déclarent avoir lancé quelque chose, voilà, on sent qu'il y a un chemin et un potentiel assez énorme. Alors quand on regarde l'étude un peu plus en détail, donc j'ai quelques chiffres, plusieurs obstacles ressortent. Alors certains ont déjà été mentionnés, mais on va les quantifier. Revient en numéro 1 la qualité des données. Alors derrière ce mot-là, on peut mettre plein de choses, parce qu'on sait qu'une qualité, il n'y a pas de valeur absolue de la qualité, ça dépend pourquoi faire, mais la qualité des données est un sujet pour 61 des répondants. Il y a aussi un manque de culture de la donnée. Alors derrière ce mot-là, on va trouver plein de choses, ça peut être finalement des sujets de compétences, mais surtout de méthodes de travail, d'organisation. Partager les données, c'est aussi être beaucoup plus dans une approche transverse, et ce n'est pas naturel dans un certain type d'entreprise. Ça, c'est pour 56% des répondants. Pour 42% des répondants, il y a un manque de ressources. Donc effectivement, ça appelle des nouvelles compétences, ça a été bien dit, et probablement plus que d'aller chercher de nouveaux experts, et il en faut, ça, il n'y a pas de doute, c'est faire monter en compétences, acculturer et rendre extrêmement simple les choses pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Et puis, last but not least, c'est aussi les solutions qui sont perçues pour la moitié des répondants comme trop expertes. Et pourtant, elles se sont sans doute largement simplifiées et sont devenues beaucoup plus performantes. Mais donc, un répondant sur 2 déclare ne pas disposer aujourd'hui dans son entreprise d'outils d'accès et de diffusion suffisamment simples. Qui ne sont pas simples, mais pas suffisamment simples en tout cas, pour permettre à toutes les équipes de se saisir de cette donnée, de pouvoir l'utiliser quand elle en a besoin et finalement dans des contextes extrêmement variés. Donc même on voit si les sujets restent un sujet technique, même si les données restent un sujet technique, c'est avant tout encore un sujet trop d'experts, et le potentiel de la donnée, il est réellement dans la façon dont on va simplifier son accès à tous, évidemment en dehors de l'entreprise et des organisations, mais aussi au sein de ces organisations elles-mêmes. Alors merci beaucoup Jean-Marc. Si on s'intéresse aux principaux
principaux freins. Donc on pourrait démarrer déjà par la qualité des données exploitées. Du coup, Gérard, chez EDF, est-ce que c'est des problématiques à laquelle vous avez été confronté? Oui, évidemment, sans données de qualité, il n'y a aucune performance à l'arrivée. Nous, notre effort, on l'a fait dans deux directions. D'abord, au sein de nos directions métiers, on a essayé de créer un nouveau métier, qui est celui de l'opérateur de la donnée, qui est celui qui est là pour mettre en qualité la donnée, c'est-à-dire la vérifier, la décrire, très important, catalogage des données, la mettre à disposition, l'accompagner dans son usage. Donc ça, c'était la première dimension. La deuxième dimension, elle est vers l'ensemble des salariés et des managers, parce que ce sont eux qui sont à l'origine de la donnée. Donc il y a vraiment une prise de conscience auprès d'eux qui doit être menée pour qu'ils se rendent compte à quoi sert la donnée en termes de performance d'entreprise, pour leur propre bien-être, pour leur propre capacité à travailler dans de bonnes conditions. Donc il y a un très gros travail qui est fait pour faire en sorte que les salariés eux-mêmes soient conscients du rôle qu'ils ont à jouer dans la donnée. Et d'ailleurs, il y a eu une expérience, parce qu'on est dans le cadre d'Open Data Soft, là je peux prendre 30 secondes pour rappeler que l'Open Data qu'on vient de mettre, ça fait à peine un an, c'était le 1er décembre de l'année dernière. En fait, on l'a fait suite à une demande qui a été émise dans le cadre d'une grande opération qui s'appelait Parlons Énergie, que l'entreprise a lancée, et qui était une opération où on demandait aux gens au sein de l'entreprise de parler des problématiques d'énergie. Et là-dedans est arrivée une problématique donnée, et ce sont les salariés eux-mêmes qui ont exprimé le besoin de disposer simplement des données qui existaient par ailleurs de manière publique concernant l'entreprise à l'extérieur. Pourquoi nous, on n'y accède pas facilement? Du coup, on a créé notre plateforme d'Open Data. C'est intéressant de voir ce lien. Marc, vous nous parliez tout à l'heure de la plateforme géostatistique. Est-ce que la qualité de la donnée, c'est aussi un des enjeux chez vous? Alors c'est un enjeu très important dans la mesure où déjà les volumétries à la source sont énormes. On est sur 4 milliards d'événements par jour, donc c'est extrêmement important. Et après, effectivement, il y a tout l'enjeu, une fois qu'on a établi les flux, il y a tout l'enjeu derrière de maintenir cette qualité et de l'entretenir. Et ça, c'est un gros boulot de la part des équipes. Il faut imaginer que le réseau est un peu un être vivant, et donc du coup, on a un référentiel pour chacune des antennes. Et ce référentiel, il bouge. Il y a des antennes qui sont mises en réparation, qui sont en maintenance, donc qui s'éteignent. Il y en a d'autres, leur identité se déplace. Et donc, ça veut dire que toutes ces variations-là affectent en permanence, quelque part, l'alimentation des données, mais aussi les indicateurs qu'on produit sur les déplacements des individus. Donc ça, c'est un premier élément. Et derrière, je rebondis sur le fait que à partir du moment où cette donnée, soit on la met en accès direct en open data, soit on la commercialise, le niveau d'exigence, il est encore plus élevé. C'est-à-dire qu'il n'est pas pensable de commercialiser des indicateurs et de leur donner une valeur ou de les ouvrir à du grand public. À partir du moment où ils ont une utilité, il y a ce niveau d'exigence-là. Et je dirais que la qualité des données, elle se mesure en plus de plus en plus, notamment au travers de... Alors, vous parlez de portail, nous on parle maintenant d'une application qui a été réalisée avec Open Data Soft. Et à partir du moment où ces données, elles sont visibles, visuelles, quelque part les écarts et les incohérences ou les erreurs sur certaines données, elles explosent. Donc la qualité des données, elle se travaille en permanence, et elle est imposée aussi par, quand il faut donner accès au plus grand nombre, à partir du moment où on le fait par des outils performants de DataVis, ça devient effectivement une évidence pour tous ceux qui l'utilisent sans être un expert de la donnée. Merci beaucoup. On va passer maintenant du coup à la culture de la data dans l'organisation. Une des autres problématiques qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est aussi la capacité de convaincre vraiment les utilisateurs finaux de la pertinence d'un projet data. Est-ce que du coup, Benoît, vous avez rencontré cette problématique chez Saint-Gobain? Bien sûr. L'intérêt de convertir au final notre organisation à la data ne s'est pas fait par magie et était nécessaire dans cette transition d'un groupe tel que Saint-Gobain. Pour le faire, au final, on s'est intéressé à nos opérationnels, on leur a parlé de data, on a fait ce qui est la data démocratisation par des programmes de formation, mais aussi en répondant à leurs problèmes. Au final, les approches très top-down qu'on a pu connaître, ces approches où on arrive avec des programmes algorithmiques pour résoudre des problèmes auxquels des salariés, des collaborateurs, on ne leur a jamais parlé de données, on ne s'est jamais intéressé à leur quotidien. Il est difficile de dire
on va améliorer votre façon de travailler si effectivement on n'a jamais partagé au préalable. On a construit ce qu'on appelle des comptoirs data. Comptoirs data avec une ambition assez humble, c'est répondre aux besoins analytiques de nos collaborateurs. Ça a déclenché un mouvement assez fort au sein de l'organisation autour d'une approche très bottom-up des sujets sur lesquels a émergé des demandes qu'on a fédérées autour de projets qui sont devenus structurants pour l'organisation et à forte valeur ajoutée. Alors justement, vous évoquiez effectivement au gré des témoignages le rôle crucial d'établir une coopération forte entre, en gros, les équipes et l'expertise data et les expertises et les métiers directement. Et en fait, le sujet, c'est comment mettre en place, et d'ailleurs vous évoquiez dans l'intervention la mise en place d'une data gouvernance globale et multilocale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette démarche-là que vous avez mis en place chez Saint-Gobain? Bien sûr. Saint-Gobain est un groupe extrêmement décentralisé. On est présent dans 72 pays, on a des BU très différenciés de la distribution, de l'industrie, des matériaux innovants. On travaille à la fois pour Tesla et pour l'ouvrier du coin. Effectivement, on avait besoin de fédérer les énergies. On avait besoin de fédérer les énergies parce qu'on a de grandes capacités, des grands savoirs qui sont présents un peu partout dans le monde et qu'on a besoin de mettre ensemble. La fédération de cette énergie, la capacité de mettre en réseau nos people autour de la connaissance et produire au final un asset qui a beaucoup plus de valeur pour Saint-Gobain. Évidemment, la gouvernance, ce n'est pas juste la gouvernance de la donnée, la mise en qualité, la traçabilité, c'est la gouvernance de nos projets, c'est la gouvernance de nos assets intelligents, algorithmiques. Il est nécessaire effectivement de mettre en place cela de façon à diffuser plus largement la connaissance pour qu'elle vienne impacter le bottom line de notre PNL. Merci beaucoup. Gérard, de votre côté, à EDF, vous avez adopté une politique data il y a 4 ans. Comment ça a influencé du coup l'organisation depuis ? Oui, effectivement. Je reprenais un petit peu l'idée d'une entreprise très silotée. EDF est très silotée et c'est très difficile de faire communiquer les uns avec les autres. Et en particulier au niveau de la donnée, parce que chacun considère la donnée comme sa propriété. Et donc, la politique autour de la donnée a été imposée par le président lui-même. C'est lui qui a imposé l'existence d'une politique de la donnée et d'une politique groupe, c'est-à-dire non pas d'une politique qui s'adresse à des techniciens, à des experts, à des professionnels de la donnée, mais une politique qui s'adresse aux métiers eux-mêmes, au management des métiers. Et donc, ça a été un acte très fort. Et il y a eu des conséquences aussi très directes. C'est le PDG lui-même, donc c'est venant du haut, là pour le coup, qui a imposé, par exemple, de mutualiser des moyens il y a quelques verticales au niveau du nucléaire, de l'hydraulique, de l'éolien, etc. Et chacun voulait faire de son côté. Et donc on a imposé le fait que tout ça devait être fait de manière centralisée, avec chacun qui amène ses sujets, chacun qui amène ses compétences, des compétences data analyse, des compétences informatiques, de data science. Et c'est cette conjonction qui a permis de résoudre des problèmes comme celui que j'évoquais en tête. Voilà. Merci beaucoup. Marc, chez SFR, du coup, vous avez mis les compétences data directement auprès des métiers. Donc, c'est une stratégie intéressante. Est-ce que ça favorise, du coup, la collaboration ? Alors oui, effectivement, la direction Data Analytics, elle est née comme chez vous au départ, directement comme une émanation, une décision du PDG directement et rattachée à la direction générale. Là aujourd'hui, moi depuis 2 ans, on est intégré dans les équipes opérationnelles. Donc moi je suis rattaché à la direction générale grand public. Et donc mes collègues de travail, c'est le service client, c'est le marketing, c'est le commerce. Et donc c'est avec eux qu'on travaille. Et donc du coup la data et mes équipes sont en interaction quasiment permanente avec les responsables métiers pour, effectivement, on revient sur le sujet on peut produire beaucoup de choses très intelligentes avec la donnée. En revanche, ça n'a de la valeur qu'à partir du moment où c'est utile. Et c'est utile si on a effectivement une multitude d'utilisateurs qui reviennent régulièrement, soit nous redemander la même donnée, enfin les mêmes indicateurs, soit nous demander de creuser toujours plus loin. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de passer à la stratégie data du futur, dans quelques instants, j'aimerais bien faire un dernier tour de table sur, en gros, l'avenir en matière de data, selon vous. On peut rester avec vous, Marc, pour démarrer. Moi, j'insisterais davantage sur la synergie entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Donc, l'intelligence humaine, c'est à la fois
nos experts de la donnée en interne, et aussi l'ensemble des utilisateurs et des experts métiers avec qui on travaille. Et puis tout ça n'est accessible que sur du design et sur une vraie data visualisation poussée. Voilà, il faut que la donnée elle disparaisse, il faut que derrière on ne voit que les indicateurs qui sont utiles pour nos clients en interne ou en externe. Merci beaucoup Marc. Un dernier mot Gérard? Oui, moi je parlerai de deux choses. En fait, la démocratisation de la donnée, c'est un point important. Hein. Il ne faut pas que ça soit l'affaire de spécialistes, mais bien l'affaire de tout un chacun, je le disais tout à l'heure. Puis il y a une autre dimension qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoquée aujourd'hui, c'est la dimension, on a parlé de silotage, de partage de données au sein de l'entreprise, mais encore, il y a quelque chose d'encore peut-être plus important, c'est le partage des données entre entreprises sur des grandes verticales métiers, sur le nucléaire, sur les services aux clients autour de l'électricité. Et tous ces éléments-là sont portés pour nous par un projet qui s'appelle Gaia-X, dans lequel on travaille beaucoup, en particulier aux espaces européens autour de l'énergie, l'espace de données européen autour de l'énergie. Et c'est une des grandes dimensions pour l'avenir qu'on essaie de promouvoir. Benoît? L'avenir chez Saint-Gobain, il se mêle à un enjeu planétaire. L'habitat, en tant que leader mondial de la construction, l'habitat représente 40% des émissions de CO2 dans le monde. 40%. On a un rôle majeur là-dedans. La donnée a un rôle majeur dans notre capacité à mesurer au final nos émissions au niveau global. Cette capacité à mesurer nos émissions qui est un enabler fort sur notre capacité à optimiser nos actions de façon à effectivement porter le fruit de la décarbonisation et supporter un enjeu, encore une fois, global pour l'ensemble de la planète, avec une contrainte supplémentaire, c'est de se dire qu'autour des pays émergents, dans les 30 prochaines années, il y aura 2 milliards d'êtres humains en plus dans les villes, sur lesquels ça nous donne une responsabilité supplémentaire. Merci beaucoup, il est temps de conclure. Jean-Marc, on l'évoquait en introduction, on n'en est plus du tout à la sensibilisation des entreprises quant au potentiel de la donnée. On en est plutôt clairement, et on le voit ici, dans la mise en œuvre. C'est là-dessus que tout le monde travaille. Et pour un peu tirer les conclusions tout au long de cette table ronde, on s'est rendu compte que l'enjeu fondamental, il reste dans la mise en place d'un cadre qui stimule la coopération, à la fois des expertises data et, on l'a vu, des expertises métiers. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je crois que là, on parle de fondations extrêmement importantes. Hein. C'est central, c'est le sujet de cadre et de gouvernance. C'est un point de départ pour massifier l'utilisation des données par tous. Et une bonne data gouvernance, ça permet quoi? Ça permet d'abord un cadre de coopération. Donc, ça peut s'exprimer dans l'entreprise, ça peut s'exprimer dans des projets inter-entreprises, comme ça a été dit. Et donc, ça permet de faire comprendre que l'aspect collaboratif est clé. Ça permet aussi de s'assurer que, avec des sujets de mutualisation, le patrimoine de données dont on peut disposer, il soit en permanence enrichi, mis en qualité. Donc ça, c'est indéniable. Je pense que c'est le constat qu'on peut faire. Maintenant, ce cadre, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. C'est une première étape, donc c'est les fondations. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de massifier, de démocratiser, comme ça a été dit. Et pour ça, chacun doit pouvoir, alors dans l'entreprise, en dehors ou entre entreprises, disposer à son niveau de cette connaissance qui est portée par la donnée pour des prises de décision, finalement qu'elles soient humaines ou même artificielles, peu importe, en termes d'intelligence. Et le côté self-service, c'est ça qui change la donne. Quand on parle de démocratisation, c'est ça finalement. C'est un peu la même chose que ce qu'on a vu sur le web. C'est qu'à partir du moment où des outils ultra performants auxquels on accède tous, des bons moteurs de recherche et autres, nous ont donné un accès immédiat pour faire finalement ce qu'on voulait, comme on voulait, avec n'importe quelle connaissance et bout de données qui étaient disponibles sur le web, ça a changé tous les usages. Et on parle bien d'expérience utilisateur, là, pas de ce qui se passe dessous. Donc c'est ça l'enjeu pour la donnée aujourd'hui, c'est que l'expérience de la donnée est clé, l'expérience qu'on peut proposer, donc visuellement ou artificiellement si c'est avec un algorithme, c'est clé. Et donc, plus la donnée sera simple d'accès, plus évidemment elle sera un levier de transformation. Et donc aujourd'hui, la donnée, c'est un sujet du quotidien, c'est un sujet très pratique et tant mieux, parce que voilà, on a une belle perspective devant nous dans les 10 ans pour rendre tout cela extrêmement concret et utile pour tous. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir participé à ce panel extrêmement riche. Et puis féliciter encore une fois Jean-Marc pour les 10 ans d'Open Data Soft. Je crois qu'on a une petite surprise et on peut applaudir les 10 ans de Data Soft et le panéliste. Voilà. Voilà, petite musique de Lenny Kravitz pour fêter ses 10 ans. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous propose de nous retrouver pour une pause. Et après suivra le riche programme de toute la journée. A tout de suite.